de Noémie Géron, présentée dans le cadre de la 16e édition du Festival de Castelier. Pandémie oblige, cette édition est encore plus unique que les autres et on vous accueille donc sur Internet cette année. Le festival a célébré hier son ouverture à 16 heures et jusqu'à dimanche soir prochain, on vous accueille donc sur les ondes autour de plusieurs événements qui vous présenteront les artistes de la programmation, à défaut de vous les présenter sur scène. À la suite de la discussion qui va avoir lieu, on vous invite alors à ne pas manquer ces quelques rendez-vous tous les matins à partir de 10h30 jusqu'à dimanche. Vous pourrez voir et entendre les artistes de la programmation qui vous présenteront leur création. Dimanche matin à 11h, on vous accueille pour le Café Causerie qui réunira 3 compagnies qui vous présenteront leur création en chantier. Et tout au long du festival, bien sûr, vous pourrez voir les 2 films de la programmation Cinéma Castelier, le film documentaire Les marionnettes naissent aussi, dont on va parler aujourd'hui, et un programme de court-métrage d'animation en stop-motion spécialement conçu par le Festival Stop Motion Montréal, qui a sélectionné une série de courts-métrages d'animation parmi les 96 films qui seront en lice cette année pour les Oscars 2021. Donc aujourd'hui, le virtuel a quand même le bon côté de pouvoir effacer les distances et on est très contente de pouvoir accueillir les créatrices pour cette discussion transatlantique du film documentaire Les marionnettes naissent aussi. Donc merci à toutes les 3 d'être là. Donc on accueille Noémie Géron, réalisatrice du documentaire, artiste du collectif breton Napen, et récemment, nouvelle secrétaire scientifique de l'Institut international de la marionnette à la chaire ICIMA, qui est la chaire d'innovation cirque et marionnette, un dispositif de recherche porté par le Centre national des arts du cirque à Châlons en Champagne et l'Institut international de la marionnette à Charleville. Greta Brugman, qui est scénographe, factrice de marionnettes et cofondatrice de la compagnie Archetal à Cannes, et Émilie Valentin, co-directrice artistique de la compagnie Émilie Valentin Auteuil. Est-ce qu'on dit bien Auteuil? Je crois que oui. Oui, Auteuil, en Ardèche. Metteur en scène, comédienne et marionnettiste. Malheureusement, Maryse Lebris ne sera pas avec nous, qui est donc la 3e créatrice présente dans le documentaire. Elle n'a pas pu nous rejoindre, mais on va penser à elle pendant toute cette discussion. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. On est content au moins de pouvoir vous accueillir à défaut d'avoir les gens dans la salle pour voir le film. Pour tous ceux qui souhaiteraient voir le film, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir en vous rendant sur la billetterie du Festival de Castelier et acheter votre billet. Vous aurez le lien de visionnement. Vous pouvez donc le voir seulement si vous êtes au Canada jusqu'à dimanche. Pour tous ceux qui nous écoutent aussi, vous pourrez poser vos questions via les commentaires Facebook et YouTube à nos invités et on réservera un moment à la fin de la discussion pour les poser. Voilà. Donc, le film qui était bravo déjà. Oh, on a déjà perdu Émilie qui va revenir. Le film est sorti en 2019. Bravo, c'est super de pouvoir avoir ces moments volés. Merci Noémie de les avoir dérobés pour nous les montrer. Donc des ateliers de Archetal, d'Émilie Valentin et de Maryse Lebris au Théâtre aux Mains Nues. Comment a germé l'idée de ce film et qu'est-ce qui t'a fait aller, Noémie, à la rencontre de ces 3 femmes? On imagine avec le début du film que c'est un lien d'élève à étudiant, mais je te laisserai nous expliquer ça. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, à un moment, alors que j'étais en train de changer de métier et que j'avais envie de retrouver plus de place à la construction de marionnettes dans ma vie, je me suis un peu posé la question de savoir pourquoi j'avais cette idée saugrenue de fabriquer des marionnettes et quelles étaient les personnes qui avaient pu marquer mon parcours dans le théâtre et dans la marionnette. Et Émilie, Greta et Maryse ont été toutes les 3 très importantes dans mon parcours. La première marionnettiste que j'ai rencontrée, c'est Émilie, alors qu'elle crée La vie de Don Quichotte à la Comédie Française, où j'étais en stage, j'avais 22 ans.
quelque chose comme ça. Et voilà, ça a été un moment marquant, enfin voilà, un moment très important pour moi. Quelques années après, je suis allée en stage chez Greta à Arketal, et aussi ça a été un moment absolument fondateur à la fois de découverte, de créativité, et cetera. Et quand je travaillais au théâtre aux Mains Nues, je m'occupais de l'entretien des marionnettes de Maryse. Mmh. Et il s'avère qu'on parlait beaucoup d'Alain Recoing, son époux, des marionnettes d'Alain Recoing, des marionnettes d'Alain Recoing. Et puis, toutes les marionnettes d'Alain Recoing ont été faites par Maryse Lebris et j'étais très bien placée pour le savoir. Et je me suis dit qu'il y avait une grande injustice là-dedans. Donc, en fait, c'est Maryse qui m'a donné l'envie de faire ce film. Mmh. Et j'ai eu envie, en fait, de, à la fois de donner la parole, de donner de la voix à ces trois femmes-là qui ont été et qui sont tellement importantes pour moi et que je trouve qu'on n'entend pas assez. Et puis, comme je commençais à donner des cours de construction, que ce soit à différents publics, que ce soit en action culturelle, mais aussi dans des formations professionnelles, euh, dans cette activité-là, j'ai pris la mesure en fait de tout ce qu'elles avaient pu me transmettre. Et je me suis dit que j'avais eu énormément de chance, donc j'avais envie aussi de partager cette chance-là. Si c'est vrai, Émilie, je vous assure. Mais nous reparlerons de transmission. Oui. Et Et vous, voilà, et donc ce qui a rendu le film possible aussi, surtout, c'est d'avoir dans mon entourage des gens qui font du cinéma documentaire et à qui j'ai parlé de cette idée et qui s'en sont emparés. Voilà. il semblait être aussi une équipe, pas mal féminine d'après ce que j'ai vu Oui, de alors ce ça, qu'on c'est un a vu. hasard. Ouais. Je 3 femmes à pense que c'est l'écran, 2 parce que femmes les derrière. femmes acceptent beaucoup trop de travailler dans des conditions pas toujours des plus valorisantes. Non, c'est pas un choix délibéré que ce soit une équipe très féminine, mais c'est un fait. Ouais. Euh, c'est un fait et sans doute que ça a donné quelque chose de particulier à ce film, c'est certain. Mmh. Mmh. Mais Et vous, voilà, ça s'est fait comme ça. oui. Puis et vous, Émilie et Greta, comment vous avez accueilli cette initiative de Noémie de vous donner la parole, comme elle dit? Comment le documentaire, justement, commence par une phrase qui est assez intéressante, qui dit, «S'intéresser à un art populaire, c'est aussi prendre le temps de regarder les pratiques rarement mises en valeur et de mettre en lumière les créatrices, restées dans l'ombre». Comment vous avez accueilli le fait que la caméra s'invite dans votre atelier? Ah, Greta, oui? oui. Alors, bonjour, bonjour au Canada, bonjour à Montréal, bonjour à la Maison de la Marionnette que je suis de près et de loin. J'espère venir voir un peu un jour en vrai. Mais j'ai accepté ça avec beaucoup de plaisir parce que je connais Noémie, hein, c'est une manque de confiance. Et après, j'étais contente de son initiative parce que c'est vrai que la marionnette, on en parle beaucoup, mais personne parle vraiment de la création des marionnettes parce qu'elle naît quelque part, hein, elle naît des mains de quelque part, elle est créée, elle est construite et j'ai accepté ça avec plaisir. Et vous, Émilie? Alors moi, je me suis un peu fait prier et j'ai accepté parce que c'était Noémie particulièrement que j'avais vraiment apprécié quand on travaillait ensemble à la Comédie Française et que d'une part je faisais confiance, mais en même temps j'étais en rogne, j'étais en colère contre les milieux du cinéma en général parce que je trouve que on fait des documentaires sur la marionnette, mais on ne lui donne pas forcément la parole pour des fictions en décor naturel et en temps réel. Et c'est une chose que j'aurais aimé développer et qui en France, est, pour des raisons uniquement administratives, est très difficile
à faire. Et du coup, sur les documentaires, j'étais réservée parce que je trouvais que, bon, finalement, il y en avait, mais en fait, je me rends compte que ce qu'a voulu faire Noémie est tellement original et surtout sérieux. Elle est rentrée dans le problème de la fabrication et justement de ce qu'on ne voit pas. C'est vrai que tout le temps, les marionnettes, ça paraît évident, les gens les fournissent. Par exemple, on va faire de l'enseignement dans un collège, bon, bah, hop, on a les marionnettes, personne ne se demande combien ça a coûté à faire, combien de temps, pourquoi. Les marionnettes sont là, comme si elles avaient toujours été là, et on ne s'occupe pas du temps passé à l'atelier et surtout des recherches et des esthétiques sur lesquelles on peut s'interroger sans arrêt, puisque à la fois on est dans la technologie, mais on est aussi à la fois dans l'esthétique quand même. Et le documentaire de Noémie couvre bien ces deux champs. Voilà. Je ne le savais pas au départ, mais j'ai fait confiance et effectivement, ça s'est vérifié. La Oui, technologie. puis on ne Voilà. voit pas puisqu'on n'entend pas aussi des fois, parce que ce qu'on remarque beaucoup dans le documentaire, c'est tout le travail du son aussi. Comment mettre en son toute cette fabrication. Comment, Noémie, tu as travaillé avec ton équipe pour... quelle réflexion tu as eu là-dessus sur comment les mettre en son aussi? Alors, on a eu beaucoup de réflexions là-dessus et d'ailleurs, je vous remercie de le souligner parce que Mm, c'est assez rare que ce mm, soit, perçu, tout ce mm, travail-là. mm. En fait, dans l'équipe, il y a 2 personnes avec qui j'ai beaucoup réfléchi, au film en tant que tel, qui sont, Camille, alias Luna Boutchon qui était à l'image et Sarah Monimard qui, travaille pour Arte Radio et qui fait du documentaire sonore et donc qui est évidemment très sensible à la qualité sonore d'un espace, à la voix, et avec qui on a énormément réfléchi avec quels outils on avait pour rendre compte de l'atmosphère des ateliers, pour rendre compte oui, de l'atmosphère, mais enfin voilà, tout ce qui peut constituer, le fait qu'un espace de travail soit un espace très personnel et Et sans et parole donc aussi. mmh? Et Sans sans parole? parole aussi, puisque quand on fabrique, à moins de parler aux autres personnes dans les ateliers ou aux marionnettes elles-mêmes, on est dans ces bruits-là, justement. Ouais. Oui, bah, et puis ça, c'est vraiment, Sarah en parlerait tellement mieux que moi, Mm. mais c'est vraiment grâce à elle que ça a pu, être développé parce qu'elle est allée chercher, l'identité, sonore, voilà, des espaces, et c'est ça ne se voit pas, mais on les a beaucoup reconstruits après coup, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, il y a évidemment les captations sonores qu'on a fait directement dans les ateliers, mais on les a retravaillées pour les appuyer, pour les mettre en valeur. Et avec Camille, on a fait beaucoup d'essais, en fait, avant d'aller dans les ateliers pour, trouver, quel plan était le plus pertinent, pour rendre compte, d'un geste, d'une attention, pour montrer le regard sur l'objet qu'on est en train de fabriquer et cetera. On a fait des essais dans mon propre atelier, voilà, pour tester les angles de caméra, ce genre de choses. Ça nous a pris beaucoup de temps et on a beaucoup regardé, les documentaires d'Alain Cavalier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Mhm. il fait des documentaires sur des métiers, artisanaux, manuels. Heu, il fait il a fait beaucoup de courts-métrages, il a fait des choses plus longues aussi, mais ses courts-métrages, les premiers sont vraiment des bijoux, c'est aussi sur des femmes d'ailleurs, il a fait toute une série de portraits de femmes et et puis on a regardé aussi beaucoup d'autres documentaires sur comment on filme le travail, comment on filme, donc oui, c'est le fruit d'une longue réflexion, et c'est aussi, c'est beaucoup d'écriture. Moi, je ne m'attendais pas à ça en me lançant dans ce projet, mais en fait, on a beaucoup, écrit ensemble, par rapport une fois qu'on a filmé, mais même avant, heu
voilà, tisser les liens entre les personnages de films que deviennent Émilie, Greta et Maryse, et comment on arrivait à les articuler, etc. C'est un énorme travail de préparation. Oui, puis justement, on sait que pour faire n'importe quel film, mais en particulier les documentaires, il y a beaucoup plus d'heures de tournage que ce qu'on voit à l'écran, forcément. Donc, ça, c'est une autre question pour un peu vous trois, mais de manière différente. Qu'est-ce que Noémie, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû mettre de côté parce que ça ne rentrait pas dans l'écriture, parce que ça rentrait pas dans le format du film? Et Émilie et Greta, est-ce qu'il y a des choses que vous savez avoir filmées et que vous auriez peut-être voulu voir à l'écran ou qui existaient en fait? Il y en a plein. Ouais. Je pense qu'on était à une quinzaine d'heures de rush, ce qui n'est pas énorme pour un documentaire. Ça se trouve, il y en avait même un peu plus, mais bien sûr, il y en a plein. Oui. Je crois que dès qu'on fait du cinéma, on est résigné quand même. On le sait, ça. Même en spectacle, quand on fait des créations, il y a plein d'idées que des fois on ne peut pas mettre dans le spectacle. Ouais. Il y a des fausses bonnes idées qu'il faut vite mettre à la poubelle. Oui. Donc, pas d'autre chose que vous avez pu montrer puis que vous auriez voulu partager aussi. Il y en a plein, mais je veux dire, il n'y en a pas forcément qui ressortent. Alors, moi, j'ai eu un problème, et c'est pour ça que le problème des dates, il fallait coïncider avec les dates des uns et de l'équipe de Noémie et nous. Quand est-ce qu'on aurait été en répétition dans un moment un peu intéressant quand même à filmer, et non pas simplement quand on prépare des dossiers, ce qui n'est pas très spectaculaire. Et j'ai juste un peu regretté, c'est pour ça que je me faisais aussi un peu tirer parce que nous étions dans une création d'un spectacle de théâtre d'ombre, qui est un média auquel nous nous sommes mis depuis peu, surtout pour des raisons de transmission pédagogique, de choses comme ça, et pour explorer un peu ça après des dizaines d'années d'itinéraire, goûter un peu à l'ombre, c'est assez intéressant, mais je ne me sentais pas du tout légitime dans la pratique du théâtre d'ombre. Et Noémie et sa caméra indiscrète sont arrivées dans des moments de répétition où je sentais que franchement, c'était pas ce qu'on avait fait de mieux. Donc, ça nous a aidé d'ailleurs à porter nous-mêmes un regard critique sur la répétition et sur ce qu'on faisait. C'était très bien toujours. Quand il y a un cadreur, quand il y a une caméra quelque part, c'est bien parce que ça nous stimule et ça nous culpabilise en même temps. Et j'ai un peu regretté, effectivement, qu'on ne soit pas dans des moments de répétition sur de la marionnette en volume, parce que c'est ce qu'on sait faire un peu mieux quand même que l'ombre. Voilà. Mais enfin, le spectacle pour enfants d'ombre est sorti, et en fait, il était important parce que j'y mettais de la musique de Vielle à Roux, et c'était aussi important pour moi qu'on voit la Vielle à Roux. Donc, voilà, très bien. Et puis de toute façon, en termes de fabrication, on vous voit, Émilie, avec la marionnette en volume en train de la fabriquer. Puis c'est super intéressant de voir Ouais, puis c'est super intéressant de vous voir faire une approche de la fabrication très différente. Émilie, quand on vous voit avec la marionnette, ce que ça m'a donné comme impression, c'est que c'est une personne. Il faut que je la maquille, il faut que je lui rajoute des cheveux, est-ce que je peux la costumer? C'est tous des termes qu'on pourrait appliquer à un comédien qu'on prépare pour aller sur scène. Et Greta, on vous sent dans l'atelier en train parfois, le costume va faire, comme souvent, vous dites que vous vous inspirez de dessins ou des arts plastiques. Le costume ou la marionnette va être. On voit moins cette distinction, mais peut-être que vous la faites aussi sur la partie costume, la partie maquillage. J'ai beaucoup aimé ce terme maquillage de vous, Émilie, qui lui donne une personnalité à la marionnette. C'était La Belle au bois dormant, alors il fallait que ce soit un peu anthropomorphe quand même. Enfin, je veux dire, j'étais un peu obligée là. Oui. C'est le maquillage baroque, bien entendu. Oui. Mais moi, je costume beaucoup, comme on le voit derrière moi, et depuis plusieurs années, j'ai beaucoup abandonné la stylisation. Je suis beaucoup plus, oui,
représentative. Donc, j'avais un petit peu tout ça à expliquer aussi. Je crois que je l'ai un peu expliqué à Noémie, mais elle le savait depuis la Comédie Française que j'étais plus figurative que Greta, par exemple. Greta figurative, mais avec, et j'anticipe sur ce que tu dis, Greta, mais il me semble que tu sais mieux styliser que je ne sais le faire. Voilà. Oui. Et justement, Maryse dit, quand on évite dans le film, Maryse dit, pour elle, on évite la représentation naturaliste en marionnette. La représentation naturaliste de l'humain, c'est avant tout la transposition qui compte. Surtout pour Greta, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette phrase? Non, mais je veux d'abord Répondre à dire, Émilie. oui, euh, quand Noémie est venue, j'étais en train de créer des marionnettes, non pas pour un spectacle, ça je regrette un peu, mais pour un stage qu'allait donner Émilie Flacher ici, c'était des chèvres. Donc, c'était justement sur le chèvre de Monsieur Seguin. Donc, c'était pas des marionnettes que je faisais pour un spectacle. Et oui, je travaille moi beaucoup avec les peintres parce que je crois que la marionnette, pour nous ici, elle a besoin d'une esthétique, hein. On appelle ça le langage visuel. Chaque spectacle d'Arquetal a un autre langage visuel. Ça, c'est très important. Et moi, après, à partir des dessins des peintres, moi, je cherche comment la réaliser. C'est vraiment la technique au service de l'artistique. Voilà. Je pourrais dire. Oui, vas-y, Émilie. Oui, mais c'est vrai qu'à chaque texte, on sent qu'il faut qu'on trouve un concept esthétique différent. Mais je ne sais pas si c'est la facilité des matériaux nouveaux, des techniques de moulage. À partir du moment où je suis tombée dans le moulage, j'ai eu beau éviter, m'imposer de ne pas faire tous les traits du visage, les rides, les détails, les pommettes, les choses comme ça, essayer d'être très très sobre en création plastique, notamment sur les visages. Mais forcément, tout doucement, j'ai abandonné la schématisation parce que je m'apercevais que dans l'art contemporain, avec, je ne sais pas, le goût du kitsch, les jouets qui arrivent, les esthétiques marchandes, les choses comme ça, j'ai dû être influencée. Et après avoir fait le tour du matiérisme, de toutes les schématisations que j'avais en stock dans l'histoire de l'art récent, eh bien, en toute humilité, je n'arrivais plus à styliser et j'ai dû adopter peut-être quelque chose qui se rapproche d'un réalisme que je n'aime pas beaucoup, mais je ne sais pas faire autrement. Voilà. Que d'autres marionnettistes me disent où ils en sont, parce que pourtant Dieu sait que j'ai essayé de fuir les esthétiques marchandes, les mangas, la représentation totale, parce que je suis bien d'accord avec Maryse, il faut absolument normalement qu'on atteigne l'archétype avec un personnage, c'est évident, et je n'y suis pas à partir d'un moment, j'y suis plus arrivée. C'est-à-dire que le psychologique, par moment, pour certains spectacles, s'est imposé à moi. Et je regrette, hein, je fais amende honorable auprès des tenants de l'art contemporain. Je ne suis pas arrivée, il y a des moments, je n'arrive plus à dépasser ça. Est-ce que c'est le côté, parce que ce qui vous dit, enfin, en tout cas, ce qui est différent, c'est que vous, Émilie, vous êtes metteur en scène, vous jouez dans les spectacles, vous fabriquez aussi, vous dirigez l'atelier. Justement, je ne sais pas, ce serait intéressant de savoir comment fonctionne votre atelier, mais est-ce que c'est le fait d'être autant dans tous ces aspects du spectacle à la fois qui fait qui vous amène justement sur ce choix Sans doute qu'on d'esthétique? pousse le bouchon nulle part. Ouais. C'est-à-dire que trouver actuellement des nouvelles stylisations en 2021, je me tourne de tous les côtés, je regarde, je vois des choses. Mais quand on voit des choses, par exemple, Greta dit qu'elle s'inspire des peintres. Bon, j'ai beaucoup de peine de passer de la peinture au volume,
j'y arrive difficilement. C'est pas des. Dès que si on prend Modigliani, il y a forcément des choses qu'on peut mettre sur un masque, enfin sur un visage. Et la peinture actuelle sur l'anthropomorphisme ou sur le figuratif, elle est très diverse, très hétérogène. L'art contemporain est très hétérogène. Et on cherche sa voie en tâtonnant actuellement sur le figuratif, c'est évident. Et je trouve que dans l'ensemble, nous les marionnettistes, on dérobe beaucoup à ça. Alors il ne suffit pas de faire il y a beaucoup de jeunes marionnettistes qui font du vilain pour faire contemporain, mais ça ne suffit pas. Oui, parce que le matiérisme, effectivement, traduit la lumière d'une certaine façon et donc nous brouille. En fait, l'essentiel, je crois, c'est que le spectateur un peu cultivé, le spectateur de théâtre, le spectateur de marionnettes, ne supporte pas un réalisme total. Ou alors, il faut que ça devienne du kitsch, il faut que ça devienne un autre type d'expression, d'expressionnisme, il faudrait que ça devienne autre chose. Et du coup, il faut brouiller l'image. L'image, on ne peut pas la donner comme ça, brute brute de réalisme au public. Et c'est vrai que pour servir un texte, il faut l'effacer, il faut dérober à ce figuratif. Et j'ai cherché plusieurs voies pour dérober à ce figuratif. Et il est vrai que depuis quelques années, je ne suis plus très sûre de moi. Donc, je tâtonne, comme vous le voyez derrière moi. J'essaye d'effacer, je cherche un style. Mais heureusement, il faut que les interprètes prennent le dessus sur ce qu'on leur fournit, en fait. Et je crois qu'il faut leur laisser la place. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu souscris, Greta, à ça. Il faut laisser la place à l'interprète et se dire j'ai pas réussi à tout dire, hein, et j'ai fait heureusement je n'ai pas tout dit, je leur laisse la place et je leur confie les images, voilà. Non, mais les acteurs, les animateurs des marionnettes, évidemment, ils doivent être compétents, mais ils doivent jouer avec des marionnettes. Donc, il faut leur donner dans les mains des figures qui fonctionnent. Ça, c'est, ça, c'est, oui, ça, c'est mon rôle ici. Parce que moi, je ne suis pas metteur en scène comme toi, Émilie. Je m'occupe essentiellement de la fabrication des marionnettes et des décors aussi. Soit avec une équipe, soit seul. Hein, parce que si on n'a pas les moyens de payer quelqu'un, ben, il faut payer soi-même, il faut tout faire soi-même. Donc, ça change des années, mais ça m'occupe beaucoup et puis moi, j'aime ça. Et puis, en dehors de ça, j'ai évidemment ma compagnie à gérer, une partie, et puis le centre de formation aussi qu'on a créé. Donc, voilà, c'est un peu ma façon de fonctionner. Comment se passe justement pour vous, Greta, l'aller-retour entre puisque justement le rôle de metteur en scène est extérieur cette fois-ci, et donc avec Sylvie, j'imagine beaucoup, Oui, ou oui. même avec ceux qui créent les stages, puisque justement on vous voit faire les marionnettes de la chef de Monsieur Seguin. Donc, et c'est étonnant d'ailleurs, comme disait Émilie tout à l'heure, de toute cette recherche qui est invisible. Même pour les stages, la recherche est présente. Pas simplement pour la création, donc c'est aussi intéressant de le voir. Comment se fait cet aller-retour pour vous entre la marionnette et le manipulateur, puisque c'est souvent des allers-retours quand même entre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va peut-être aller à cette personne ou non, ou comment la manipuler, cette marionnette-ci ou... Ben, c'est le travail avec le metteur en scène. Hein. Donc, Sylvie était d'abord marionnettiste, elle jouait tous les spectacles avec d'autres ou seule, et maintenant elle fait uniquement la mise en scène, mais c'est toujours une longue recherche parce que je fais des prototypes, je fais des marionnettes provisoires pour arriver à, parce qu'il y a la taille, la technique, le style, donc tout est fait petit à petit, donc c'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais tous nos spectacles ont un peu le même procédé. Mm. Est-ce que, comme vous êtes chacune factrice, j'aime beaucoup ce terme aussi, de marionnettes, est-ce que
Pour vous, la matière, est-ce qu'elle est un outil avant tout ou est-ce que vous pourriez avoir une émotion pour la matière? Parce que je voyais dans le documentaire d'ailleurs Maryse sculpter ses têtes au couteau à travers le bois. Moi, j'ai eu comme finalement, si on pourrait s'attacher au bois, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez eu des moments comme ça ou c'est un outil avant tout, la matière? Et l'émotion arrive avec la marionnette. Bon, l'émotion arrive, elle est dans la fabrication tout le temps, hein. Mm. Il y a aussi le travail sur le bois. Ça m'a beaucoup plu. Thomas Lundqvist, qui vient ici régulièrement faire un stage de marionnette Bunraku. Il sculpte le bois avec des outils japonais. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné de faire ça, mais j'ai jamais fait des marionnettes en bois parce que ça prend un temps trop long. Mais sinon, moi, j'utilise toujours les mêmes matériaux, le papier, le carton, le bois. L'émotion est là tout le temps, mais c'est pas, c'est un peu à la fin quand je vois les marionnettes jouer, que j'ai l'émotion. Pas tellement quand je les fabrique. Mm. Hein. C'est une émotion constante, mais c'est pas une émotion voilà, qu'est-ce que je fais non, c'est pas du tout ça. Et vous, Émilie? Moi, c'est souvent longtemps après. Soit je trouve que vraiment ce que j'ai fait est à vomir, soit au contraire, je me dis, tiens, c'est pas si mal que ça, là, j'ai pas trop mal travaillé. Mais sur les matières, je crois qu'il y a une grande différence entre les matières qu'on peut sculpter actuellement, comme le polystyrène, il y a tout autre. L'acte de sculpter est très différent de l'acte de modeler. Et selon le degré de réalisme ou selon le degré de schématisation souhaité, il faut savoir essayer l'un ou l'autre ou passer de l'un à l'autre. Et effectivement, je suis comme Greta, on fait des essais. On bagarre aussi beaucoup sur les proportions, c'est-à-dire qu'une bonne marionnette dans une dimension donnée peut être réussie et on peut essayer. Alors, quand on a la chance d'avoir des années derrière soi, on a beaucoup de marionnettes à essayer, des trucs ratés, des morceaux qui restent dans les cartons. Donc on peut essayer les proportions quand on fait des essais avec les comédiens et la mise en scène. Mais la proportion est extrêmement importante par rapport au décor. Et un petit personnage dans un grand espace n'inspire pas la même chose que par exemple un grand personnage qui fait un gros plan. Et le plaisir de la marionnette, c'est quand même d'avoir les deux et de reproduire les mêmes personnages, quelquefois en petit, en grand. Ça, c'est vraiment assez délectable de faire les gros plans et les plans lointains à la fabrication. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment une jubilation du marionnettiste de faire du petit et du grand. Mhm. Je Oui, sais pas si, d'ailleurs, oui, si Greta partage ça, si ça ne l'amuse pas de refaire les personnages en petit. J'aime bien faire ça. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs spectacles où les marionnettes existent en plusieurs formats, en 3 formats. Ça, c'est assez fréquent. on vous voit chacune dans vos ateliers dans le film. Puis ici, je ne l'ai pas dit au début, mais donc je suis dans l'atelier de la Maison internationale des arts de la marionnette et qui a seulement 2 ans, puisqu'on a ouvert en 2019, presque en même temps que le film. Et c'est tout un travail de bâtir un atelier justement, ce qui est assez magique, c'est de vous voir avec toutes ces paires de mains, ces pieds qu'on peut utiliser pour faire des essais dans la fabrication et l'idéation des marionnettes. Pour vous, qu'est-ce que ça vous prend pour vous pour avoir un atelier fonctionnel? Puis vous diriez que ça vous a pris combien de temps pour en avoir un qui était fonctionnel pour vous? Parce que c'est partout, de toute façon, ça prend pas grand-chose. Bon, à partir du moment où on a un établi, on a eu des tables, on a une colonne, une perceuse à colonne, une scie sauteuse, du pistolet à colle, c'est pas très compliqué ça, je trouve. C'est pas. Moi, j'ai de la chance. Moi, je m'étale sur 3 ateliers au Teil en Ardèche. J'ai un atelier de construction bois et soudure métal pour cette partie-là. J'ai un atelier chimie peinture et j'ai un atelier couture.
Donc, je vis dans le luxe là. Et j'ai des stocks attenants. Moi, mon atelier, moi, j'ai un atelier où il est assez grand, hein, où tout se passe. C'est un atelier pour la construction, le bois. C'est un atelier pour la peinture, pour le tissu, pour le travail avec le tissu. Et il y a tout le matériel aussi dedans. Donc, tout est bien rangé dans des boîtes. C'est assez haut, le plafond. Donc, il y a des choses partout. Et il y a aussi beaucoup de marionnettes. Beaucoup de marionnettes qui sont exposées, des recherches. J'ai l'habitude de garder tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui, on peut dire, ne servent à rien, mais ils sont là. Voilà. Oui, je crois qu'on est, on est tous des récupérateurs professionnels. Oui, on aime tout garder. Ce serait le mot-clé quand même, oui. Puis, justement, toutes les deux, vous faites beaucoup de formations, ça vous occupe beaucoup. Puis à Arquetal, il y a carrément le centre de formation. On entend un peu Maryse parler, elle, de sa formation et dans sa timidité, comme on parlait tantôt. Elle dit qu'elle se sentait peu légitime de pouvoir dire aux élèves quoi faire. Avec toutes les fabrications que vous avez faites, est-ce que c'est quelque chose que vous posez comme question, justement, dans comment orienter la démarche de quelqu'un ou comment orienter la technique? Ou c'est quand même, vous pouvez dire que vous savez, à l'inverse de Maryse? Greta, tu sais? Oui, oui, c'est vrai que depuis 2002, on organise ici des stages régulièrement, mais c'est pas que moi qui donne des stages. Loin de là, c'est beaucoup plus des maîtres qu'on invite pour venir donner des formations de 2 à 3 semaines. Donc, moi, je donne de moins en moins maintenant. Mais c'est toujours un programme bien précis sur un projet en liaison avec le jeu aussi. On choisit ça ensemble avec Sylvie. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est à peu près tout. Je pense que la technologie, elle est très agréable à enseigner parce que forcément, quand on a des années de construction derrière soi, on a à peu près, on a même trop de solutions pour faire bouger une tête ou pour construire un corps. Quand un stagiaire nous demande comment s'y prendre, il faut qu'on trie soi-même ce qu'on lui propose, puisque moi, par exemple, sur le montage de tête, je m'aperçois que j'en pratique 12 différentes, laquelle va convenir. Donc, effectivement, il faut déjà que le stagiaire sache ce que va faire son personnage, et ça implique vraiment que le projet, qu'on connaisse le texte, qu'on connaisse au moins une réplique du personnage pour savoir est-ce qu'il doit regarder vers le bas, si la gâchette qui permet de lever la tête, est-ce qu'il faut qu'elle soit plutôt pour lui permettre de regarder vers le haut, est-ce qu'il a besoin de jambes qui marchent vraiment ou qui s'asseyent ou que ça tienne debout. Enfin bon, il faut déblayer tout ça et que le parcours de la marionnette soit vraiment une partition, ce qui lui permet de creuser un peu son sujet en même temps. Hein. On n'est pas uniquement dans la technologie, on est bien dans le sujet du personnage, du spectacle. Mais souvent, moi, dans l'enseignement, ce qui m'est maintenant le plus difficile, c'est un problème de goût. Je m'aperçois que je suis assez conservatrice et académique. J'aime l'histoire de l'art et quand je vois des choses qui me paraissent de la demi-culture ou de la sous-création, j'ai beaucoup de peine à être large d'esprit. Allez, disons-le. Je suis un petit peu facho dans ma façon d'enseigner. J'ai envie quelquefois d'inoculer aux stagiaires un peu de mémoire collective, de mémoire de l'histoire de l'art, de choses comme ça pour les regonfler. Parce que je m'aperçois que beaucoup de gens arrivent en stage pour créer des marionnettes
avec le mental complètement envahi par les esthétiques marchandes, les esthétiques commerciales, la mauvaise BD, le mauvais jeu vidéo, et que finalement, ça nous amène ça, c'est vrai, à faire des efforts pour utiliser les mousses et toutes sortes de matériaux, mais ce sont et comme les ont pratiqués très souvent les Guignols de l'info ou les Muppets, la mousse de nylon déconsidère la chair humaine. Il y a il y a des matériaux qui sont une déconsidération de l'image humaine, je trouve, parce qu'elle prennent la lumière d'une certaine façon. Il faut peindre, il faut mettre de la couleur. Alors que il est vrai que j'aurais tendance, comme Greta, à appeler la construction sur la surface du matériau elle-même, sur le papier, sur le bois, sur des choses comme sur une sorte d'élégance écologique, j'allais dire. Et que je crois que la marionnette a besoin de ça. On n'a pas besoin d'apporter de l'eau à des moulins qui tirent vers le bas, je le dis franchement. Voilà. Je suis un petit peu radicale, mais je me le permets. Bah oui. Est-ce que Greta, vous voyez un peu des tendances justement dans les stagiaires qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent d'envie d'explorer de telle chose plus qu'une autre? Ou est-ce que chaque artiste a son envie d'exploration très différente dans la génération d'aujourd'hui, on pourrait dire? Les stagiaires qui viennent ici, ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Ils viennent pour un programme, mais ils voient tous les marionnettes. Donc, ils prennent des photos de tout. Ils peuvent, hein, parce que maintenant, on a installé aussi ici, c'est notre centre de ressources, toutes nos marionnettes de tous nos spectacles, de 30 ans de spectacles, sont tous exposés, on peut dire, hein, dans un lieu, et les gens peuvent les toucher, peuvent les regarder. Donc, c'est vrai que les gens ont très soif d'apprendre, et il y a de plus en plus, je pense, où je vois des envies de construire ou de savoir construire. Donc, je ne m'inquiète pas pour notre métier, franchement. Et c'est un beau métier. Oui. C'est ce qu'on a dit avec Joan Bexas quand il est venu la dernière fois. Ici, dans un stage, il a dit, Greta, on a quand même un beau métier. Hein. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui. On a justement une question d'Internet qui va rejoindre le débat sur l'histoire de l'art, justement, qui dit que j'ai trouvé très intéressant que vous aviez toutes les trois fait référence aux sculptures primitives des Cyclades. Est-ce qu'on devrait les inscrire au cursus des facteurs des marionnettes? Oui, absolument. Mm. Déjà parce que c'est un exercice de sculpture qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Hein, bien les copier, tout simplement. Hein, c'est déjà un acquis de savoir-faire. Et puis effectivement, il y a l'essentiel. Alors, il y a quand même un problème, c'est que les Cyclades, c'est beau, mais ça ne s'anime pas vraiment très bien, parce que pour animer, il faut laisser des vides aux articulations, aux cuisses, et c'est là où on gâche. Et c'est vrai que en tant que sculpteur, si on devient marionnettiste, on est vraiment frustré, parce qu'en fait, on a conçu, quelquefois, il y a des très beaux dessins, et puis au moment de personnage dessiné, il faut laisser les vides et les espaces pour articuler, et là, ça gâche un peu quand même, quelquefois. Donc, il faudrait avoir la discipline de trouver des esthétiques qui prennent compte de l'animation. Et ça, c'est assez difficile. C'est ce que Greta, vous faites super bien d'après les peintures, justement, d'après les arts plastiques. C'est de mettre en articulation les dessins ou les sculptures. Ouais. Oui, les dessins et toute proposition, mais on doit couper le dessin en morceaux. Hein, on doit tout couper en morceaux. Et après, les assembler le plus proche possible, avec un peu de vide pour l'articulation. Mais c'est ça qui est passionnant pour moi. Donc, parlant des sculptures des Cyclades, c'est vraiment la pureté là, de la forme que j'aime beaucoup. La pureté de la forme et les couleurs aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aime aussi beaucoup l'art africain, moi. Je
suis vraiment, j'aime beaucoup de l'art africain, toutes les sculptures africaines qui sont éternelles et on peut, c'est inexploitable. Mhm. Euh, Illimité. Oui, sur les sculptures africaines comme sur les sculptures d'Amérique latine, enfin des Incas. Enfin, je me souviens avoir animé un stage à Bogota où je pensais que plutôt que l'influence de Walt Disney qui régnait parmi la plupart des marionnettistes en Colombie, je voulais qu'on retourne au musée d'or qui est au musée d'Amérindiens de Bogota. Et en fait, on s'aperçoit quand même, la difficulté, je trouve, c'est que ces sculptures sont extrêmement intenses et très concentrées sur une intensité humaine. Enfin, il y a une concentration dans les sculptures africaines, comme dans les sculptures amérindiennes. Et la difficulté, c'est que les personnages dont on pourrait s'inspirer sont à mettre en mouvement. Et quelquefois, les visages quand même des sculptures, notamment Inca ou Toltèque ou du Mexique, sont des visages extrêmement figés. Sont des visages, par exemple, la colère est figée. La colère, on s'est aperçu ce jour-là avec ces stagiaires en Colombie que finalement, les visages, si c'était des personnages qui devaient être très vifs et rapides, ça ne marchait pas si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, elles sont admirables et en même temps, elles sont dangereuses parce que est-ce qu'elles vont supporter, par exemple, l'enthousiasme ou la respiration de l'interprète? Vous voyez, quand les bouches sont extrêmement serrées, par exemple, des choses comme ça pose ce problème-là. Il faut l'adapter, sinon on a quand même une difficulté au moment de la mise en jeu. Pour certains. Mais je suis d'accord avec, ce sont des exemples de stylisation, de radicalité, de concentration de l'esprit humain qui sont vraiment des leçons pour nous, de toute façon. On a le temps, le temps file et on a le temps pour encore quelques questions justement qui ne seront plus les miennes, qui seront celles d'Internet. Une par exemple qui demande que donner un prénom ou un nom à une marionnette, est-ce que c'est un outil pour la création? Puis ça pourrait être pour toutes les trois, puisque Noémie, tu es créatrice aussi. Donc, est-ce que donner un prénom ou un nom à la marionnette, c'est un outil dans votre création? Alors, déjà, très souvent, si on crée pour un texte, la marionnette a déjà le nom. On sait qu'on va créer pour Gertrude, par exemple, pour Hamlet, vous voyez, ou pour Claudius. Ça, on le sait. Mais c'est un exercice très intéressant pour l'écriture, parce que quelquefois, on peut passer. J'ai animé quelquefois des sessions à l'ENSAT, par exemple, à Lyon, avec des futurs écrivains de théâtre et qui avaient une session sur la marionnette. Et effectivement, nommer la marionnette, c'est vraiment lui donner vie, c'est vraiment savoir qui elle est, c'est vraiment amusant, c'est pouvoir la costumer, c'est un exercice fondateur, ça et puis très très amusant, parce qu'en plus il y a toutes les connotations sociales, sociologiques qu'on peut avoir sur les prénoms, que les prénoms changent avec les modes, donc vraiment c'est un exercice régalant, vraiment, pour moi. Voilà. Pour vous, Greta? Non, les marionnettes ont déjà un nom, hein. Pour les spectacles, oui. Oui, c'est drôle que ce soit si évident. Voilà, la question ne se pose pas vraiment. Oui, oui. La fabrication arrive toujours une fois que le texte ou que les personnages sont décidés et donc on a un prénom. Quand on fabrique pour un spectacle, mais quelquefois on fabrique pour des marionnettes de stage, justement, effectivement, on fait une sorte de population, un choix de marionnettes, une douzaine de personnages, et c'est aux stagiaires de bien vouloir leur donner un nom. Moi, j'ai des marionnettes qui ne ressemblent à rien, mais d'un seul coup, on s'aperçoit que pour l'ensemble des stagiaires, tiens, c'est Bernadette Chirac, je sais pas, vous voyez, quelquefois ça colle et c'est très très amusant. Les gens ont tendance, le public et les stagiaires en général ont tendance à vouloir dire il ressemble à un tel, il ressemble à un tel. Je ne sais pas si tu souvent. Alors, ça m'énerve un peu parce que au départ, je ne fais pas les guignols de l'info du tout, donc on me dit tiens, il ressemble à.
il me semble enfin bref, je ne cite personne. Mm. Voilà. Et pour vous, Noémie, est-ce que le nom existe toujours dès le départ ou ça fait partie de… Moi, j'en fais quand même beaucoup moins qu'Émilie et Greta, hein, vraiment. J'ai fait beaucoup de marionnettes d'exercice. Et c'est vrai que ça manque vite quand on fabrique une marionnette d'exercice d'avoir un prénom, une personnalité. Émilie me disait qu'en sculpture, ça pouvait être intéressant de penser au texte que la marionnette devait dire pendant qu'on sculpte. Et moi, c'est quelque chose que je garde, que je cherche toujours. Et c'est sûr qu'avec une marionnette d'exercice, on n'a pas de texte. Donc, c'est assez différent. Mais oui, je pense que les 3 dernières marionnettes que j'ai faites étaient des marionnettes pour un spectacle dans lesquelles elles n'avaient pas de prénom et j'ai fini par leur en donner assez vite, finalement. C'était étudiant 1, étudiant 2 et étudiant 3 et ils se sont transformés en Véronique, Anthony. Et enfin, effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé avec la sculpture et avec le fait de répéter leurs textes et de les placer effectivement dans un cercle sociologique. C'était des étudiants de Michel Foucault en 1971. Bon, ben voilà, ça donnait une idée de leur prénom déjà. Oui, ça c'est la partie. Quelquefois, la marionnette nous tire vers le satirique et vers la satire sociale, même si elles n'ont pas été faites pour ça au départ. Il y a cet aspect-là qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas y échapper. On a le lyrique, on a le poétique, on a l'archéologique, mais on a aussi la satire sociale. Et la satire sociale, elle vient très très vite quand même. Et je crois qu'il faudrait même s'y adonner un peu plus. Est-ce que justement, j'ai une question qui va permettre de conclure, mais avant de conclure, est-ce que puisque Noémie vous pose des questions et construit cette entrevue à travers tout le film à Émilie et à Greta, est-ce que Greta et Émilie, vous avez une question à poser à Noémie à l'inverse Oui, mais… ou à Greta ou à Émilie? Moi, je crois qu'il faut que Noémie… Quand est-ce que tu fais le prochain, finalement? Le prochain. Parce que finalement, je me suis fait un peu tirer l'oreille au début, mais en fait, je crois que c'est une bonne chose parce que quand un documentaire s'interroge à ce point de profondeur, ça vaut le coup. En fait, j'étais réticente parce que finalement, j'avais dû rester sur les reportages télévisuels qu'on a dans nos télévisions régionales ou autres qui viennent voir le gentil marionnettiste dans son atelier. Greta, comme moi, tu as dû en recevoir beaucoup. Et moi, j'en pouvais plus de ça. De cette espèce d'attendrissement et de compassionnel aussi tout le temps, sans s'interroger sur des choses qui mettent quand même le moyen d'expression à la hauteur des arts plastiques et des arts théâtraux, enfin, qui nous tirent vers le haut. Voilà. Donc, est-ce que tu fais le prochain, Noémie? Cette fois-ci, j'espère qu'on pourra participer davantage, j'allais dire. Parce que finalement, tu as tenu 3 jours et il faut qu'on t'aide à décrocher les budgets. Noémie, il faudrait que tu ailles voir maintenant les jeunes générations, les marionnettistes. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Hein. Les jeunes qui fabriquent et tout, ça serait bien. Pas seulement en France, mais au Canada aussi. Hein. Au Canada, il y en a plein. J'aimerais bien aller au Canada. Et oui. Mais oui, en fait, c'est très drôle parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce film ait qu'il y ait autant d'attentes en fait autour de ces questions-là et à ce que ce film bouleverse autant de gens. En fait. Vraiment, j'ai été surprise de cet accueil. Enfin, voilà, je me suis laissée surprendre moi-même. Et puis, je me suis aussi laissée surprendre à avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à monter, à chercher des images et à cogiter, en fait, toute cette chose-là. Donc oui, j'aimerais continuer. J'aimerais vraiment continuer à
à creuser ça. Et puis, je trouve que c'est un endroit qui me convient bien de recueillir la parole des autres plutôt que de parler moi-même. Je trouve que, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus facile comme endroit. Et donc après, c'est effectivement à réfléchir à ce que je peux commencer là à faire à l'Institut va peut-être me permettre voilà, d'amorcer quelque chose qui puisse développer cette première étape. Mais effectivement, il y a des questions de budget, évidemment, de production, ça c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. Et puis, c'est pour moi, même si ça peut être critiquable et ça peut être pas absolument abouti, etc. Il y avait une cohérence absolue à vous réunir toutes les trois dans ce film. Et même si je pense qu'elle n'est pas forcément perceptible par tout le monde, mais pour moi, c'était quelque chose d'important, de logique, de fort. Et du coup, si je dois continuer à travailler comme ça sur des constructeurs, ben, c'est aussi tisser des liens entre eux. Et quels sont ces liens, etc. Enfin, en fait, c'est infini comme travail. C'est bien, mais... Il faudra lancer une coproduction France-Canada pour le prochain. Et puis, je crois que dans la marionnette, il y a des polémiques et des interrogations qui sont à produire. Oui. Notamment, j'en parlais sur notre relation avec la pédagogie. Qu'est-ce qu'un art devient quand il est compris par la société comme un art essentiellement pédagogique? Ça, pour moi, c'est une polémique qui m'a tourmentée depuis que j'ai commencé, en fait. Et j'ai toujours pas de réponse, mais avec le recul, on devrait commencer à en avoir. Et il y a vraiment une enquête cinématographique, parce qu'il faut des images là-dessus pour le savoir. Il y a des enquêtes à faire comme ça, en profondeur, sur la façon dont la marionnette est perçue, utilisée, et la façon dont elle pourrait être éventuellement réorientée, requalifiée, et aussi rentrer dans une autre économie, par exemple. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de choses à ouvrir, et je pense qu'effectivement, le documentaire peut être un outil de réflexion très important. Je terminerai par une dernière question du coup d'Internet qui parle de pédagogie en fait finalement, mais, et qu'on a dû souvent vous poser, mais quel serait, Greta et Émilie, votre conseil de mentor pour les jeunes marionnettistes qui arrivent aujourd'hui? S'ils veulent devenir marionnettistes, ben c'est très long, et s'ils veulent en vivre, c'est encore plus long, évidemment. J'ai ici je reçois quand même pas mal de gens, des jeunes qui ont envie de faire comme Greta, construire des marionnettes tout le temps, prendre du plaisir et tout. Mais le métier vraiment est très difficile. On ne peut pas, quasiment, on ne peut pas vivre de construire des marionnettes. Ça, ça serait bien que ça existe, mais évidemment, c'est une vie, hein, donc on en a pour longtemps quand on commence. Il faut être patient. Je souscris, ce n'est pas la meilleure façon pour devenir rapidement riche et célèbre. Oh, pas la bonne motivation. C'est pas la bonne motivation. Cependant, si je pense que c'est un métier diabolique, c'est un métier qui demande aussi intellectuellement de la malice, et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est consolateur. Donc, soyons diaboliques. Que je dirais, parce que quand on est marionnettiste, méfiez-vous, tous ceux qui nous entourent, on ne regarde plus jamais son prochain de la même façon quand on a construit une marionnette. Je pense que c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on nous brûle à vif, n'est-ce pas? Voilà. Et... on va espérer rester en vie cette année quand même. Non, mais je crois que c'est un outil d'esprit critique et un outil de recherche intellectuelle qu'il faut absolument sauvegarder. Alors, nous allons dire aussi que les moines copistes, nous pouvons nous considérer comme les marionnettistes, nous pouvons nous considérer comme les moines copistes du Moyen-Âge.
C'est-à-dire que peut-être que nous sommes au fond de nos ateliers, mais grâce à nous, il y a tout un pan de la culture qui perdure et qui se transmettra. Voilà, aussi, nous avons cette mission. C'est presque le Seigneur des Anneaux, ce que je dis. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces paroles et ces témoignages partagés. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, vous sauterez sur le lien pour voir le film de Noémie avec Greta et Émilie qui vous en diront encore plus à travers le film. Nous, on espère pouvoir bientôt vous accueillir dans cet atelier ici, puis continuer tout ça entre les deux pays. Merci beaucoup et à tout le monde, bonne journée ici et bonne fin d'après-midi du côté de la France. À bientôt, le Canada. Merci à toi, Jacques. À bientôt. À Louise aussi. Hein, Oui.